Ok, donc ici on va commenter la solution qu'on faisait tout à l'heure. En l'occurrence, on travaillait avec la courbe suivante, y cube égale x carré plus 2. Et en fait, là, pour notre travail, on va considérer ça sous cette forme-ci, y carré égale à x cube moins 2. Ça nous permettra de faire l'application du théorème pour trouver les différentes valeurs que vous voyez là de points rationnels sur la courbe. Donc, déjà, vous avez les formules, l'énoncé, je vous le fais. Alors, ça vient d'un très bon livre. Hein. The book is this one. The book is in English. This one, a comprehensive course. Voilà. Donc, c'est pas mal comme bouquin. Donc, vous avez le graphe de ce à quoi une courbe ressemble et un petit peu l'idée de ce qu'on fait. En fait, on fait de l'addition sur les courbes, un petit peu, c'est ça. Avec des groupes. C'est un petit mélange. Théorie des groupes de géométrie. Bon, on va se contenter de notre graphe. Je cherche un autre graphe. Mais... Donc, si vous prenez une courbe elliptique, sous la forme de Weierstrass, ça veut dire qui s'écrit y carré égale x au cube plus ax plus b. Alors, P et Q étant les points rationnels sur la courbe E de coordonnées, vous avez vu, respectivement. Alors, on calcule la coordonnée de la somme. Si maintenant, en fait, on n'a ni l'opposé, ni l'identique de P en Q, c'est la formule que vous appliquez. D'accord. C'est la page 221, page 2021 to 2022, page 221 222 du livre. Et plus loin, c'est ça. Voilà. Que vous avez comme formule pour le cas où vous voulez calculer le double. Voilà. Donc, j'explique la loi de groupe, en fait, qui fait qu'on fait de l'addition de points. La loi de groupe, c'est quoi? C'est, vous avez une courbe elliptique, supposons que l'équation de la courbe elliptique, là, ce serait y au carré égale à x au cube plus x, hein, en l'occurrence. En fait, vous avez un point rationnel P, un point rationnel Q. Vous tracez, en fait, vous allez constater que vous recoupez la courbe en un troisième point. Alors, dans tous les cas, vous recoupez la courbe en un troisième point. Même dans les cas les plus louches comme ceci, en fait, vous recoupez dans un autre troisième point qu'on va appeler le point à l'infini, en fait. Et c'est un petit peu un élément du groupe mana spécial. Donc, l'élément neutre, en l'occurrence, si je ne dis pas de bêtises. Et le point P plus Q, en fait, c'est le symétrique du troisième point où on a recoupé. Vous voyez, là, on recoupe ici, et vous avez son symétrique plus bas, là. Voilà. Donc, maintenant, on va faire le calcul. En pratique, on avait vu tout à l'heure qu'on avait 5... Non, on a vu dans une vidéo précédente que si vous prenez ici x valant plus ou moins 5 et y valant 3, vous avez une solution. Mais pour l'application de la formule pour faire la duplication, le point, ce n'est pas très utile parce que, en l'occurrence, les coordonnées tout le calcul est élève au carré, si vous remarquez bien. D'accord. Même si j'avais dit... Alors, il faut savoir que le sens est inversé. Ici, plus ou moins 5, en fait, joue le rôle de x, mais là-bas, en fait, si vous prenez... parce que si vous prenez ça, y carré, en fait, x, en fait, c'est ça qui est 3. Voilà. Donc, c'est peut-être ici que ce serait été pertinent de l'utiliser. Mais, revenons à ce que nous disions. Je duplique le point, je fais l'application du point, donc je fais l'application numérique, ça donne ceci, en fait. 3 fois, voilà, donc 3, alors 3 fois 3 plus 0, voilà, c'est 0.
Rappelez-vous, hein, c'est y au carré égale à x au cube plus ax plus b, c'est-à-dire y au carré égale à x au cube plus 0 fois x moins 2, d'accord? Et donc 2 fois 5 et tout, moins, voilà, moins 2xp et tout. On fait l'application numérique et tout. Là, je vous ai briefé comment vous faites le calcul du carré de 27. Ici, vous trouvez y égale à 383 sur 1000, premier cas. Et deuxième cas, je refais la même chose avec 80. Donc 2 plus 2b, et ça donne ça. Ça veut dire... ça veut dire que les solutions supplémentaires qu'on a, c'est bien ceci. Donc déjà, j'ai dit G, c'est en fait le cardinal du... là, j'écris cardinal de G. Cardinal de G, c'est le groupe, en fait, de modèle. Well, voilà. Vous avez vu, de modèle well group. Donc, le groupe de modèle, en fait, c'est l'ensemble des... C'est le groupe des points rationnels qu'on a sur la coupe. Muni, voilà, de la loi. On arrive à faire de belles choses avec. Donc, on peut montrer, en fait, que la base du groupe est finie. Ça veut dire qu'il y a un ensemble d'éléments qui génèrent tous les autres éléments du groupe en question. Et pratiquement, ça donne quelques exemples supplémentaires, mais avec des rationnels cette fois-ci. Donc, je rappelle que ça, c'est en partant du théorème de sandwich de Fermat qui stipule que le seul nombre qui est entre un cube et un carré, c'est 26. D'accord? J'essaie de généraliser maintenant aux entiers relatifs. Relatif fractionnaire. D'accord? Donc, aux entiers. D'accord? De Q. Et voilà ce qu'on peut dire. Donc, ce sera intéressant de connaître exactement le groupe de notre coup. C'est un bon exercice à partir des équations, de retrouver le groupe de la coupe. C'est un petit peu... Je trouve c'est un petit peu facile si vous le faites pour la première fois. C'est tout. Et voilà, vous pouvez essayer. Et puis dans une prochaine vidéo, je donnerai le groupe sûrement de la coupe, d'accord? Là, on va s'intéresser un petit peu à des variantes de théorème de Fermat. Vous voyez le lien avec la coupe elliptique du théorème de Fermat. D'accord? Tout ça, en fait, ça rentre dans une grande famille d'équations. En fait, c'est facilement, vous pouvez vous dire, bon, quand est-ce qu'il arrive que, voilà, je sais pas moi, que 4 fois 1 en plus 3 soit un carré? Est-ce que ça arrive souvent? Est-ce que c'est possible? Vous étudiez ça. Ça, c'est alors, en général, c'est, comment dire, c'est facile à résoudre en pratique, c'est fastidieux à résoudre de manière abstraite. D'accord? C'est quelque chose qui demande en fait un petit peu de réflexion. Là, c'est est-ce que y au carré congrès à 3 modulo 4? Et en fait, là, ça revient à dire est-ce que 3, 4, est-ce que le symbole jacobien de 3 et le 4 vaudrait 1? En fait, quand ça vaut 1, on est sûr que c'est un carré, si je ne me trompe pas. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Parce qu'en fait, il y a le symbole jacobien positif. Qu'est-ce que le symbole Legendre, en fait, en particulier? Donc, attendez. Déjà, ça voudrait dire que le symbole de Legendre, hein, on dit symbole de Legendre quand celui qui est en bas, c'est un nombre premier. D'accord? Et celui qui est en haut aussi. D'accord. Donc, le symbole de Legendre, en fait, donc de 3 et de 2, vaut 1, comme ça. Si notre équation est une solution, parce que ceci reviendrait aussi à ce que y au carré soit congrès à 3 modulo 2, d'accord? Et par congruence, en fait, il faudrait que ceci soit vrai. Mais c'est vrai, en fait. Donc, basiquement, c'est vrai. Par contre, est-ce que ceci est vrai? Est-ce qu'un carré peut vraiment être congru à moins 1 modulo 4? Alors, on peut le vérifier rapidement. Vous prenez 0, 1, 2 et 3. Vous faites toujours calculer les congruences. D'accord? Vous élevez ça. Alors, disons que ça, ce sont les éléments de voilà, z bar 4z. Au carré, 1, 1
ici c'est 0, au carré ici c'est 1. Donc vous voyez qu'il n'y a pas du tout 3, il n'y a pas moins 1. Donc, en fait, il n'y a pas de solution à ça. Voilà. Donc, par contre, si vous faites le symbole de Jacobi, vous trouvez que ça donne deux fois le symbole de Londres. Si je ne dis pas de bêtises, ça donne 1. Mais ça ne veut rien dire. Donc, quand ça donne 1, quand le symbole de Jacobi donne 1, on ne peut pas conclure. Là, j'ai utilisé une propriété du symbole de Jacobi en l'occurrence. On ne peut pas conclure, mais s'il donne moins 1, en fait, du coup, on peut conclure que ce n'est pas un carré. Par contre, aussi, le symbole de Jacobi donne 0, ou le symbole de Legendre donne 0. En fait, si vous voulez ce que j'appelle le symbole de puits, de machin et tout, c'est comme une fonction, c'est comme une fonction caractéristique, en fait, qui dit est-ce que, si vous avez un nombre, si le symbole de Legendre, c'est un truc qui prend PQ, qui dit est-ce que c'est possible qu'il y ait un carré, en fait, qui soit comme ça? Est-ce que si on cherche, il y a un carré qui soit comme ça? Est-ce que c'est possible? C'est ça le symbole de Legendre. Ça donne moins 1, c'est pas possible. 0 si, en fait, l'homme premier, un des deux nombres premiers divise l'autre. Ou ça donne moins 1. En fait, il n'y a pas du tout de solution. D'accord. Et il y a de belles propriétés dessus. Maintenant, en l'occurrence, il y a ce qu'on appelle le terme des résidus, hein, qui dit, si vous avez les bons, si j'exclus deux des valeurs possibles ici, et je dis qu'en fait, si j'ai deux noms premiers PQ qui ne valent pas 2 et qui sont distincts, alors le symbole de Legendre, pardon, de P et Q vaut moins 1 fois machin, multiplié par le symbole de Legendre de Q et P. Et ça, c'est le théorème des résidus, et c'est un théorème célèbre. De Monte-Pagos, de 8 manières différentes, je pense avant ça. Donc c'est un théorème célèbre et qui a beaucoup d'applications, beaucoup de, voilà, qui permet de faire beaucoup de choses. Donc vous pouvez vous amuser à calculer des symboles. En l'occurrence, ces symboles-là aident en fait pour calculer des puissances, des trucs ou trouver des solutions d'équations, comme ce que j'ai montré. Voilà. Donc ça, c'était le cas du degré 1 en fait. Et ensuite, vous pouvez chuter à d'autres cas. Au degré 2, vous vous demandez est-ce que quand est-ce que voilà, quand est-ce que ceci aurait des solutions, par exemple. Dans ce cas, en fait, c'est de la factorisation qui permet de résoudre, hein, résoudre ça. Ici, ça se voit déjà un petit peu que c'est ça. Donc, vous voyez, vous allez avoir une différence de carré et la factorisation permet de résoudre. Tous les cas ne sont pas comme ça directement. Il y a des cas où vous tombez sur une équation de Pell-Fermat, ce qu'on a déjà vu, où vous tombez sur une équation de Gauss, une somme de deux carrés doit donner un truc. Alors c'est plus compliqué de tomber dessus, mais plus rare, mais ça donne des formes qu'on a déjà vues. Et là, enfin, la forme finale, c'est celle que je viens de vous montrer. Voilà. Un petit peu la forme de Weierstrass, on peut un petit peu ramener l'ensemble des cas intéressants à cette forme-là que vous avez vu en haut, que je viens d'écrire x au cube plus ax plus b égale à y carré. Voilà. Et là-bas, par contre, c'est plus intéressant de voir un groupe de points. Et voilà, c'est quelque chose de montrer. Maintenant, un curieux va se dire, et qu'est-ce qui se passe si on augmente le degré? On arrive au degré 4 et tout. En fait, ça devient hyper dur à partir du degré 3 déjà. Déjà, je vous dis, le degré 1 pose des problèmes. Le degré 0, c'est du calcul numérique. Ça veut dire, est-ce que si je prends un nombre, en fait, c'est un carré, c'est du calcul numérique. Et il y a des critères de discrimination pour savoir. Ça veut dire qu'on sait qu'un carré ne va jamais finir avec 7, par exemple, modulo 10. Pourquoi on sait ça? Parce que
Vous ensemble, vous prenez tous les carrés. J'espère que vous connaissez encore votre table de carrés. Hein. C'est 0, donc, hein? C'est 0, 1. Voilà. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez. Oui, ça c'est 9, 16, 25, 6, 7, 9, 4 et 1. D'accord? Vous voyez bien ici, on n'a pas 7. Donc, si un nombre finit par 7, il n'est pas un carré. Donc, vous avez les critères discriminatoires. Si un nombre finit par 2, il n'est pas un carré. Alors, ça fait une liste. 0, 1. En fait, la liste qu'on a, c'est 0, 1, 4, 5, 6 et 9. D'accord? Je pense que j'ai rien oublié, oui, j'ai rien oublié. Donc, si un nombre finit par 2, 3, 7 ou 8, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. 2, 3, 7 ou 8. 2, 3, 7 ou 8. Il n'est pas un carré parfait. C'est automatique. Dès qu'un nombre finit par 2, 3, 7 ou 8, il n'est pas un carré parfait. Donc, soit vous allez chercher ces diviseurs, mais sachant que c'est pas un carré parfait. Voilà. Donc, ça, c'est le cas 0. Il y a des critères discriminatoires, il y a d'autres critères de convergence. Hein. Vous savez que en lui divisant par 3, vous n'aurez jamais telle chose. Ou par exemple, vous savez que si c'est un carré, par exemple, en fait, en lui divisant par 4, il ne va jamais valoir, on n'a jamais avoir un reste qui sera différent de 0 ou 1. Donc, si vous trouvez un reste qui vaut moins 3 ou 2, vous savez que c'est pas un carré. D'accord? Donc, si vous avez un nombre qui est le double nombre impair, c'est pas un carré. Si vous avez un nombre qui dépasse un multiple de 4 ou de 3, ce n'est pas un carré. Donc il y a des critères comme ça qui peuvent le discriminer. Tout de suite, si un nombre est un carré, dans le calcul manuel, à la main, sur machine, pour savoir si on peut déjà faire. Voilà, on peut déjà résoudre numériquement ça et tout. Et vous voyez que jusque-là, ce cas en fait pose des problèmes juste de complexité factuellement. Parce qu'il faut pas corriger tous les cas à la machine, mais on ne saurait pas dire d'avance si un nombre est un carré dès qu'il finit avec telle ou telle chose. Ça ne suffirait pas en fait d'avoir un certain nombre de critères. Bon, après, il y a souvent des petits génies qui arrivent avec des nouvelles méthodes. Ça, pour le moment, c'est du calcul numérique. Hein, de calcul de la racine carrée du nombre et tout. Donc, vous avez donc le cas degré 0, degré 1, degré 2, degré 3. Un petit peu ça. Les autres degrés, en fait, devraient être une généralisation de ce degré et une utilisation toujours de ce degré, avec peut-être des nouvelles lois à mettre en pratique ou des trucs comme ça. Mais ça pose déjà d'énormes problèmes de résoudre ce cas-ci. Il y a d'importantes conjectures sur ça qui n'ont pas encore été résolues. Donc, ça vous tente d'essayer de gagner quelques millions. Ça va là. Et par contre, c'est fortement déconseillé parce que ça perd du temps et il faut être déterminé et intelligent. D'accord? Et puis, on ne fait pas des problèmes plus compliqués quand on n'a pas réussi à faire des problèmes plus simples. Pas sécurité. Bon. Donc, si on finit par 2, 3, 7 ou 8, vous savez que ce n'est pas un carré parfait. D'accord? Très bien. Je vais prendre... Si je vous donne ça, vous saurez le résoudre, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est une variante en fait de quelque chose que j'ai mis tout à l'heure. Voilà. Maintenant, c'est un petit peu équivalent. Par contre, ça devient un petit peu différent. D'accord? Maintenant, quand c'est comme ça, en fait, à votre avis, vous le résolvez comment? Vous le résolvez comment? En fait, là, il faut que vous factorisez. En l'occurrence. Et ici, on peut utiliser une histoire de PGCD et tout, et résoudre. Quelqu'un peut aussi se dire, bon, pourquoi il ne ferait pas le truc de tout à l'heure avec
X. Mais pourquoi je créerais pas un truc comme ça, du style X plus exponentielle. Donc, pareillement, en fait, c'est genre la même chose, mais je factorise encore. Et j'écris. Ok, moins x moins exponentielle. Moins et puis sur 3y. Carré, c'est notre carré. Pourquoi je dirais pas que tout le monde veut un carré de tel, je résoudrai tout. Alors déjà, il faut faire attention, parce que ce que vous voulez, si vous pensez à ça, à utiliser un groupe comme ça, il faut vous rassurer que c'est un anneau. Et que c'est un anneau factoriel. Voilà. Est-ce que l'anneau est factoriel? Bon, s'il est principal, c'est déjà bien. Donc ça permet en général, quand il est principal, il est euclidien, si je ne me trompe pas, et du coup, il devient factoriel. S'il est euclidien, il est factoriel. S'il est principal, il n'est pas forcément euclidien. S'il est factoriel aussi, il peut être factoriel sans être principal. Il peut être factoriel sans être euclidien, si je ne me trompe pas. Donc c'est un petit peu ça. Donc vous devez étudier comment l'anneau il est. Là, je crois que ce sont les entités d'Eisenstein. Du coup, que ça donne. Eisenstein integers. Ok. Integers. Eisenstein's integers. Donc, c'est les entités d'Einstein que vous allez utiliser ici. Et sinon, on peut décider aussi assez simple. Hein, et de dire que, voilà, si on prend un cas simple, ces deux valent les carrés et évidemment, vous allez devoir stipuler que le PGCD de 2 vaut 1. D'accord? Que le PGCD de 2 vaut 1. Alors, bon, on fait division avec division et on voit tout de suite ce que ça donne. Division avec division, x fois moins x au carré, c'est xy. Donc tout de suite, on se rend compte que ça revient en fait à calculer le PGCD de y au carré de x plus y. D'accord? Et le PGCD de x, en fait, le PGCD de x de y au carré et de x plus y. Donc si vous avez pris, vous auriez pris ça vis, ça serait fait le PGCD de x au carré et de x plus y. Donc c'est ça, en fait, le PGCD de ceci, c'est le PGCD de x au carré et de y au carré. En gros, ce serait le carré du PGCD de x et de y. D'accord, donc quand vous avez stipulé que le PGCD de x et de y vaut, si vous stipulez juste que vous prenez la même équation mais avec le PGCD de x et y qui vaut 1, vous ne vous trompez pratiquement pas et ça suffit pour résoudre le truc. Donc, tout ce qui va rester à faire, c'est résoudre ceci égale à un carré. Et normalement, ça vous donne une équation que vous avez déjà vue, c'est-à-dire, alors, je crois que là, ça devient plus sage de multiplier. Vous dites que ceci doit valoir un carré. D'accord? Et du coup, vous multipliez par 4. Vous tombez sur 2x moins y. Ok. Au carré. Ça va commencer donc par 4x au carré. Moins quoi? Moins 4xy plus y au carré. Et il faut ajouter 3 y au carré. Donc ça viendrait à résoudre ceci, cette équation. Et parfois, c'est possible de la résoudre. Ça reviendra en fait à... C'est ainsi l'équation de cette forme. Parce que plus 3 y carré, et là, z au carré. Ça reviendrait à cette forme-ci. Et la veine de quelqu'un, c'est que cet anneau-ci soit factoriel et tout. Alors, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Parce que
Vous pouvez juste écrire x au carré moins z au carré et tout. Égale 3y au carré. Non. Z au carré moins x carré égale 3y carré. Et vous réfléchissez un petit peu dessus. Et vous devriez pouvoir trouver quelque chose. Si zi racine carrée de 3 n'est pas factoriel, vous prenez, voilà, vous transformez ça rapidement hein, et vous pouvez utiliser, avec, voilà, vous voyez, la transformation rapide de x au carré égale à z au carré moins 3y au carré, ce qui vous permet d'utiliser z de racine carrée de 3. Ce z de racine carrée de 3 est seulement factoriel. Donc, j'ai un doute si z de i racine carrée de 3 est factoriel ou pas. Mais z de racine carrée de 3 est factoriel. Et là, c'est simple. Vous arrivez à résoudre en temps encore les valeurs de x, z et y. Normalement, ça donne un truc paramétré. Donc, avec deux paramètres pour x, z et y. Et les deux paramètres, en fait, vous les remplacez. Vous trouvez les valeurs de x et y qui correspondent aux deux paramètres. Ça va donc donner un paramètre pour x et y chacun. Et potentiellement, ça peut même réduire carrément à quelques valeurs connues. Et vous aurez résolu l'équation. En gros, on a une idée de comment ça se fait. D'accord. De comment on peut le faire. C'est celui qui le fait, mais me l'envoie. Et on verra s'il gagne un truc. Bien, maintenant, par contre, je dis x au cube plus y au cube égale à z au cube. Bon, là, en fait, vous écrivez ça. Oui, je vois les gens venir, machin et tout. En fait, vous pouvez utiliser les anneaux ici, oui, mais il y a un petit problème là. Et parce que là, du coup, en fait, je crois qu'on n'a pas un anneau factoriel. Ah ouais. Ça veut dire que tout à l'heure, on n'avait pas d'anneau factoriel, en fait. Donc, je me rappelle. Donc, celui-ci n'est sûrement pas factoriel, en fait. Sa caractéristique, en fait, de factorialité doit être différente. Donc, vous allez devoir prendre un anneau plus grand, pardon. Un Q de quelque chose, peut-être la même chose ici. Ok. Et oui, ça va être ça qu'on appelle les entiers d'Eisenstein. Bon, je pense que c'est le cas avec Q ici, machin, qui s'appelle les entiers d'Eisenstein. Et en fait, c'est l'anneau factoriel qui est l'un des entiers, normalement. Si je dis pas de bêtises. Bon, là, et quand vous avez ça comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez dire en fait que x hein, s'écrit a plus b et que y s'écrit a moins b. Du coup, là, vous tombez sur 2a, facteur de quoi? A au carré, machin et tout. Donc, ici, ça va faire 2a au carré plus 2b au carré moins a au carré plus b au carré égale à 1 cube. D'accord? C'est-à-dire, ça fait 2a facteur de qui va le trouver venir. Alors, là, on a supposé que x et y ont la même parité. Évidemment, vous l'aurez compris. Je vais tomber sur quelque chose comme ceci. Et c'est le premier pas de la démonstration, en fait. C'est le premier pas des mots. Alors, pourquoi x et y doivent être de même parité, à votre avis? Qu'est-ce qui fait que ça ne peut pas être de parité contraire? Ça change quoi? Que ce soit de parité ou pas, en fait. Bon, déjà, on voit que x, y et z ne peuvent pas avoir tous la même parité si vous imposez, pour rester intéressant, que x et y soient premiers entre eux. D'accord? Donc, ils ne peuvent pas tous les deux être pairs. Donc, alors, ça veut dire que j'aurais dit que tous les deux sont impairs, en fait.
Si maintenant un est pair, l'autre est impair, du coup le troisième est impair. D'accord? C'est-à-dire, et ça ne pose pas vraiment problème parce qu'en fait, vous allez pouvoir réécrire dans ce cas-là en disant en fait que vous cherchez à ce que c'est le cube plus ou moins y cube by x au cube. J'espère que quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire là. D'accord? Et vous avez deux impairs et le dernier pair. Et comme vous avez deux nombres impairs, en fait, ils sont de même parité. Et vous vous ramenez en cas de même parité et vous travaillez. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que ceci est vrai, mais on a imposé que A et B soient des entiers de Z. D'accord? Euh, et puis, vous allez faire le travail de